pourquoi on a envie d'entreprendre. Donc déjà, pourquoi? Les gens pensent que les entrepreneurs, ils veulent devenir riches, ça marche jamais. Ça marche jamais. Pendant longtemps, malheureusement, tu vas pas te payer. Le chemin de l'entrepreneuriat, franchement, c'est dur. Il y a du feu en toi tout le temps, en fait. Et du coup, tu y penses tout le temps. C'est très fascinant. Bonjour à tous et bienvenue dans Roasty Talk, l'émission où l'on prend la pause autour d'un verre de bubble tea pour découvrir des parcours uniques et inspirants. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Zhifei Chan, co-founder de Submagic, une plateforme spécialisée dans la génération automatique de sous-titres et d'animation pour les vidéos courtes. Submagic c'est rapidement devenu une référence avec 100 000 utilisateurs par mois et elle est prisée pour sa capacité à ajouter des emojis, des mots-clés mis en évidence, ce qui capte l'attention sur les réseaux sociaux. La mission de Submagic est de simplifier le processus de création de contenu en utilisant l'IA pour rendre les vidéos plus engageantes, un atout majeur pour les créateurs de plateformes comme YouTube ou Instagram. Originaire de Saint-Denis, avec des racines laotiennes et singapouriennes, Zhifei a grandi en jonglant entre ambition et détermination. Dès ses études en école de commerce, l'entrepreneuriat le titille. Il lance ses premières prestations en développement web et, entre deux cours, génère déjà jusqu'à 3 000 € par mois. Avec ce succès en poche, qu'il rejoint un cursus en apprentissage dans une banque où il rencontre son futur mentor qui deviendra aussi son associé. S'ensuit finalement une différente série d'expériences dans l'entrepreneuriat. Il va créer avec justement Orson une solution permettant de créer des sites web responsifs sans coder. C'est aussi au détour d'une nouvelle expérience en tant que membre du board, donc comme tu l'expliquais en tant que CTO, que tu vas finalement sortir du salariat et réfléchir à lancer finalement un nouveau virage entrepreneurial. Et c'est avec David, ton futur cofondateur, que tu décides justement de lancer Submagic en 2023. Donc merci à toi Zhifei, vraiment d'avoir accepté mon invitation et d'être là aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ce moment et de plonger dans ton parcours. Donc ensemble, le but c'est vraiment de permettre à notre audience de pouvoir profiter de cette expérience-là et de pouvoir les inspirer également à passer à l'action. Merci pour l'invitation, ravi d'être là. Mais écoute, le but du jeu c'était vraiment de pouvoir les permettre de comprendre, parce que là j'ai fait un petit récapitulatif de ton parcours. Comment tes parents dans cet univers de l'entrepreneuriat, comment les choses sont arrivées, comment ça a démarré finalement, parce que même si tu as eu cette envie de te lancer, tu m'as donné quelques petits éléments de réponse, mais je pense que l'auditeur serait intéressé. Ouais, alors l'entrepreneuriat, pour le coup, dans ma famille, ils n'étaient pas très entrepreneurs. J'avais que mon grand-père qui est venu en France à 60 ans pour se lancer, justement, il a créé une boîte en France. Mais à part mon grand-père, le reste de ma famille n'est pas très entrepreneur. Mais moi, j'ai fait un peu, on va dire, le parcours, je dirais, classique d'études. C'est-à-dire que j'ai fait, on m'a dit, j'étais bon en maths, du coup, va faire un bac S à l'époque. Donc, j'ai fait un peu cette voie-là. Et puis après, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai fait une école de commerce un peu. Mais il y avait un truc quand même, c'est que mes parents me poussaient à aller en Chine parce que c'était un peu l'essor de la Chine. Et du coup, j'ai eu la chance de pas mal étudier à l'étranger, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis. Et donc ça m'a vraiment ouvert les yeux. Tu vois, on parle souvent, les voyages, ça t'ouvre les yeux sur le monde, sur la tolérance, sur comprendre la chance aussi que tu as en France. Et donc du coup, je suis pas mal parti à l'étranger. Et en fait, je me suis dit, la France, en fait, c'est pas mal aussi pour entreprendre. Parce que en Chine, c'est hyper compétitif. Et en France, vu que tout le monde un peu râlait, c'était un peu lent, on va dire. Si tu travailles énormément, tu pouvais faire aussi la différence. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis revenu aussi en France. Après, j'ai fait un premier stage qui a été, je pense, qui m'a chamboulé un peu. Ça a été un premier stage dans une start-up, mais c'était une start-up où on était 3 dans une chambre et on faisait des sites internet, en fait. D'accord. Le développement de sites internet. Et ils avaient créé un modèle économique qui était assez intéressant à l'époque, qui était assez novateur, mais qui n'existait pas. C'était de, en gros, te donner le site internet et en échange de ça, je te prenais un pourcentage du chiffre d'affaires que tu générais grâce à ton site internet. Donc toi, au lieu de payer à l'époque, tu vois, 5 ou 10 000 €, c'est gratuit. Et moi, je te prends un pourcentage de ton business. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais ce n'est pas très grave. Ce qui était intéressant, c'est que, en gros, moi, ce que j'ai appris, c'est que tu peux tout faire avec un ordinateur dans une chambre et changer même des modèles économiques. Tu vois. Parce que ce modèle économique-là, je ne le connaissais pas du tout. Il n'existait pas vraiment non plus. Sûr. Et donc, ça m'a donné vraiment envie de creuser plus ce monde-là de l'entrepreneuriat, des startups. Et c'est là que j'ai après bifurqué à m'intéresser à ce sujet-là, etc. Et de fil en aiguille, moi, comme je faisais des sites internet, j'étais en apprentissage effectivement dans une banque. Et c'est là que je discutais avec mon N+1 et mon N+2. Donc, c'était responsable web marketing et directeur marketing de cette banque. Et eux, ils avaient aussi marre un peu de trucs classiques. Voilà, exactement. Et pour eux, il y en avait un qui avait 45 ans et l'autre 35. À ce moment-là, tu avais quel âge? Et moi, sortais d'école, donc j'avais 22 ans. Et donc, on avait vraiment 10 ans à chaque fois d'écart.
Et on s'est lancé dans cette aventure-là de se dire comment on pouvait faire entre guillemets le Zara du site internet en masse production, mais avec ce côté personnalisé du site internet. Et c'était les débuts de cette aventure, c'était en 2012. En 2012, c'est énorme. Donc cette aventure, elle a duré quand même 7 ans. C'est énorme cette année. Ouais. 7 années quand même à tester, opérer, comprendre. Il y a eu pas mal de revers aussi. C'était quoi en fait le revers ou la grosse claque la plus difficile? Parce que souvent on voit les 7 années, mais on ne se rend pas compte finalement de toutes les galères. Ouais, c'est clair. Mais moi je dis souvent, tu vois, ces 7 ans-là, ça a été l'école de l'entrepreneuriat pour moi vraiment. C'est-à-dire j'ai tout connu avec cette boîte-là. J'ai appris à développer parce que pour le coup on avait besoin d'une technologie qui permettait de faire des choses, on va dire, simplifiées dans un navigateur. Et donc c'était une technologie où il n'y avait pas vraiment de développeurs existants sur le marché, donc on s'y est mis avec un de mes associés. Donc on a un peu appris sur le tas, quoi. Et donc ce qui a été dur dans les apprentissages, c'est on a mis trop longtemps à faire cette première version d'outils. Tu vois, on a mis à peu près 1 an et demi. Alors qu'avec Song Magic, on a mis 2 semaines. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et c'était très dur. C'est un peu, tu vois, c'est comme si tu te dis, demain, je vais construire ma propre maison. Et donc, tu vas commencer par la plomberie, tu vois, la peinture. Tu fais tout, en fait. Sauf que tu imagines que c'est un projet de 3 mois, mais ça dure 1 an et demi. Donc ça, c'était, je pense, un des apprentissages que j'ai eu. J'ai connu aussi une levée de fonds. Une levée de fonds d'1 million d'euros à l'époque, avec Sarbacane, qui était un outil d'emailing français. Et voilà, ça a été aussi beaucoup d'apprentissage de pitcher la boîte, d'aller voir des investisseurs, etc. Et après, je pense que le moment le plus dur, ça a été de sortir des personnes à la fin, puisqu'on a revendu la boîte à la fin, mais on ne gagnait pas d'argent. Et donc, on est monté jusqu'à 18 personnes. Et après, on a dû sortir les personnes au fur et à mesure. Et générait combien cette boîte-là à l'époque? Vraiment peu. Enfin, on était à, je crois, 500 000 euros l'année, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que cet élément un peu... ça a été, comme tu dis, plusieurs apprentissages, mais ça a été vécu dans le dur. C'est-à-dire que tu as été dans le dur, tu as exploré en fait, différents métiers à l'intérieur de cette expérience. Et finalement, ça t'a forgé quand même une certaine vision. Qu'est-ce qui a fait qu'à partir de là, tu t'es dit, ça y est, maintenant, l'entrepreneuriat, j'y suis, je me vois plus, en fait... il y a deux postures. Soit, en fait, c'est bon, je suis fatiguée, ça m'a éreinté, j'arrête, je redeviens salarié. Soit tu te dis, c'est pas grave, vas-y, je recommence, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, à ce moment-là? En vrai, tu vois, je pense que le côté entrepreneurial, c'est un peu, il y a du feu en toi tout le temps, en fait. Et du coup, tu y penses tout le temps. Donc, tu vois, je cherchais toujours des idées. Après, est-ce que j'allais le faire à ce moment-là, oui ou non, c'était autre chose, mais tu vois, je réfléchissais toujours à des idées. Dès que je voyais un truc qui était intéressant, j'en parlais à des potes, à mes anciens associés. Donc, c'est quelque chose qui brûle en toi, quoi, d'une certaine façon. Et en fait, après cette aventure-là, je voulais acheter un appartement avec ma copine. Et donc, en France, tu es obligé d'avoir un CDI, en gros. Si tu es entrepreneur, c'est un peu difficile. J'évite tous les écueils administratifs, on s'en fout un peu, mais en gros, tu es obligé d'avoir un CDI. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis en CDI pendant 4 ans pour apprendre ce prêt, etc. Mais auquel cas, je pense que j'aurais peut-être refait de l'entrepreneuriat juste après, quoi. Oui. Mais du coup, voilà, c'était plus par rapport à un cycle de vie. Donc, c'est ce qui t'a permis... Mais quand même, ces 4 années, tu as fait quoi, en fait? Parce que justement, où tu étais salarié, tu faisais pas... Tu étais quand même... Après... Alors, c'était 2 choses qui étaient hyper marrantes. C'est que le premier point, c'est que c'était la première fois que j'étais salarié. Donc, j'étais dans un autre environnement que je ne connaissais pas, 7 ans après. Et du coup, moi, comme j'étais devenu directeur informatique, on va dire directeur technique, on appelle ça CTO dans les startups, de ma première boîte, là, ce que je voulais faire un peu la deuxième phase de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un peu, on va dire, tu vois, l'enfance de 0 à 15 personnes. Et moi, j'avais envie de tester l'adolescence ou l'âge adulte, on va dire, de l'entrepreneuriat. Donc là, cette deuxième phase-là. Et donc, je suis entré dans ce projet-là chez Castelli, qui proposait Fontaine à eau, éco-design. Et eux, ils avaient un vrai sujet de digitalisation, c'est-à-dire comment fluidifier les process pour pouvoir grandir et grossir, surtout en termes de business. Et donc, tu vois, en 4 ans, on est passé de 30 à 120 personnes. Ah ouais. Donc, c'était une accélération vraiment forte. Et donc, ça a été une aventure aussi incroyable, parce que je suis arrivé, on était à peu près 30. Donc, on a dû structurer les choses, recruter les équipes. Vraiment, j'ai fait cette deuxième phase de l'entrepreneuriat qui était hyper intéressante. Et puis après ça, moi, j'avais fait mon cycle. C'est-à-dire, j'avais vraiment... t'avais fait le tour, en fait. Ouais, j'avais mis tous les process en place. J'avais recruté les équipes qu'il fallait, etc. Et donc, je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape ?
Est-ce que je continue à être CTO? Tu vois, on était à peu près une quinzaine dans mon équipe. Est-ce que je vais plus loin et me dire, je sais pas, on va aller 30, 50 et en fait, je faisais déjà beaucoup de management à ce moment-là. Il y a des gens qui aiment faire du management, gérer que les personnes. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien l'opérationnel, mettre les mains dans le cambouis, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, là, c'est peut-être le moment. Et en plus, j'avais la chance aussi de pouvoir... en France, on a quand même un truc incroyable qui est le chômage pour créer une entreprise. C'est vrai. C'est rare, hein. Je ne sais pas si les Non. auditeurs le savent ou pas, mais nous, on pense que c'est un acquis. Mais en tout cas, pour créer une entreprise, c'est une chance assez incroyable d'avoir du chômage, d'avoir un certain temps pour se dire, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, on a réussi à faire une rupture conventionnelle. Et donc, j'ai eu du temps pour me dire, OK, je me lance en tout cas, l'idée de dire, je vais créer une boîte sans avoir forcément d'idée d'associer à l'époque. Tu t'es pas dit, j'y vais, je fais une rupture conventionnelle, mais tu avais quand même, comme tu dis, ce feu. Tu avais le feu, en fait. C'est pour ça aussi. C'est que tu sentais que tu n'avais pas fini ton cycle. Tu n'as pas été au bout du processus. Tu as dépassé finalement à la partie épreuve. Tu as accepté le cycle en fait, du salariat. Tu en as profité pour, entre guillemets, affûter tes armes. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Parce que je pense que beaucoup n'auraient pas forcément cette posture-là, se disant, j'ai un échec. Ah, vas-y, c'est dur. Là, je pense que je ne suis pas fait pour ça. Et en fait, toi, ce n'est pas le phénomène qui s'est passé. C'est tu te dis, en fait, c'est trop bien. C'est ça le processus inverse. Et je pense que la nouvelle génération, elle doit penser comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se dire, mais écoutez, c'est normal de tomber. Un bébé, il marche pas tout de suite, il tombe d'abord, mais c'est normal. Et je pense qu'il y a eu un peu, tu vois, ce côté glorification des réussites, des succès, et tu ne vois que la partie réussite, mais on ne voit pas toutes les galères avant. Bien sûr, bien sûr. Et souvent, on parle d'échec. Moi, j'appelle ça plus de l'apprentissage, tu vois. Tu parles d'apprendre à marcher. Tu tombes, tu te réajustes, en fait. Et donc, c'est un apprentissage, et à un moment donné, tu sais marcher. Et tout est comme ça, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le basket, c'est pareil. En fait, tu apprends à tirer, et tu rates. Et effectivement, on voit que ceux qui arrivent à scorer ou à marquer. Fury, lui, il a la rage. Hein. Non, mais tu vois, voilà, moi, je pense que tout a une logique dans notre vie. Et donc, après, par contre, il faut tester des choses, il faut se lancer et apprendre. Voilà, c'est apprendre. Tu vois, dans la tech, entre guillemets, dans les startups, on dit beaucoup test and learn, mais c'est vraiment ça. Voilà, tester et apprenez des échecs, mais parfois aussi des choses qui ont bien fonctionné. Parce que souvent, on n'a pas conscience aussi de ce qui a bien fonctionné pour pouvoir ensuite le reproduire. C'est vrai, parce qu'on a tendance à regarder que les échecs et on n'arrive pas à prendre conscience finalement de ce qui a bien fonctionné. Exactement. Et on a tendance à tout rejeter. Et je pense que ça demande quand même une certaine maturité pour avoir ce regard-là. Et je pense que aussi l'écosystème en fait, dans lequel tu as évolué, ça permet aussi. Je pense que le phénomène qui s'est passé aussi quand tu dis que tu t'es associé avec... c'est historiquement, tu vois, avec... Moins de plus 1 et de plus 2, ouais. Exactement. Les 10 années, enfin, ça a eu 20 gaps en termes de génération, mais aussi de vision. Je pense que ça a été un booster aussi en termes d'apprentissage. Bien sûr. Moi, c'est des mentors même. Tu vois, aujourd'hui, je déjeune souvent avec eux. Tu peux tester plein de choses. Il y a aussi l'expérience qu'on te transmet. Et ça, c'est un gain de temps phénoménal, quoi, sur des logiques de business. Voilà, par exemple, prendre un DAF ou en tout cas s'occuper de toute la partie financière très tôt dans l'entreprise. Voilà, c'est des choses qui sont importantes quand tu veux créer ou gérer une boîte. Et donc, eux, c'était des réflexes qu'ils avaient. Et donc, il n'y avait pas de questions à se poser sur ces sujets-là, quoi. Donc, effectivement, j'ai énormément appris avec eux. Et ça, c'est cool parce que, comme tu dis, tu as été réceptif en fait, à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas été juste, entre guillemets, en mode vas-y, j'y vais pour la partie opérationnelle. En fait, tu as beaucoup appris en les observant, en apprenant à leur côté. Et je pense que ça, c'est fascinant aussi parce qu'on a tendance à cloisonner, en fait, déjà l'aspect générationnel. On a tendance à cloisonner aussi, en fait, je pense, les métiers. Dire, moi, je suis tech, moi, je suis pas ça, donc je m'intéresse pas. Toi, en fait, déjà, de par la nature de ton cursus, tu étais déjà, entre guillemets, t'étais déjà ouvert à tout de base. Tu t'es pas... Mais tu vois, on me pose souvent la question parce que effectivement, moi, j'ai fait une école de commerce et maintenant je fais du développement. Donc les gens ils me disent mais comment t'as fait pour apprendre le développement Et je donne souvent cet exemple-là que j'ai donné tout à l'heure, mais qui est effectivement si tu construis ta propre maison et ta passion, c'est de dire j'aimerais bien construire ma propre maison ou partir, tu vois, faire un tour du monde. Construire sa propre maison. Quand tu te lances, tu sais pas faire de la plomberie, tu sais pas faire la peinture, etc. Mais t'apprends au fur et à mesure, quoi. Et moi, c'est un peu ça que j'ai fait, tu vois. Et j'y suis allé, tu vois. Je me réveillais le matin, hop, je faisais le truc. Et c'est que 6 mois après, je me suis rendu compte, je sais faire. Ouais, exactement. J'ai créé, tu vois, ma première cuisine ou mon premier appart. Et donc, c'est en faisant. Tu vois, moi, je crois beaucoup à ça. Et effectivement, aujourd'hui, Internet, tu as tout dessus. Donc, tu vas apprendre à faire à manger. Enfin, tu as toutes les meilleures recettes de tous les meilleurs chefs qui sont sur YouTube. Tu vois, donc, sur tous les sujets et toutes les connaissances que tu souhaites avoir, il faut juste s'y mettre et y aller, quoi, en fait. Et moi, c'est
c'est ça qui m'a ouvert un peu l'esprit sur le fait que, en fait, demain, peu importe ce que je devrais faire, je vais l'apprendre sur Internet d'une certaine façon. Ouais, tu auras toujours en fait cette curiosité, mais ça aussi, c'est une qualité que tu as en fait depuis petit. Je pense que tu as eu cette curiosité naturelle, mais aussi le sens de l'observation. C'est-à-dire, tu me disais, en fait, tout à l'heure, quand tu étais à Saint-Denis, tu voyais le fait que tu avais un autre monde entre Saint-Denis et Paris. Ouais. Et déjà, en fait, ça, c'était cette envie de se dire, je veux sortir de ma condition sociale. Ouais. Tu voyais ton père manutentionnaire, parce qu'il faut le rappeler quand même, parce que voilà, l'origine est modeste de base, et les gens pensent que c'est acquis. Mais ils ont beaucoup bossé, parce que tu les as aussi observés, en fait, beaucoup bossé. Et toi, tu t'es dit, comment je peux optimiser finalement aussi ça. Clairement. Donc, je pense que ça t'a donné beaucoup d'inspiration. Et ça t'a donné aussi, je pense, une réelle valeur en fait, de ce qui est le travail, de l'effort. Et je pense que la nouvelle génération, alors je ne dis pas toutes, on ne les englobe pas, mais c'est vrai que celles qu'on voit souvent dans les réseaux ou les médias, malheureusement, ils glorifient le fait de obtenir des résultats sans pas faire grand-chose. Ouais, c'est clair. Alors qu'en réalité, comme tu dis, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est le fait d'avoir autant d'informations accessibles gratuitement, on n'y voit même plus la valeur. Je parlais lors d'une autre émission avec une de mes invitées qui me disait tu sais qu'à l'époque, moi, je devais aller à la bibliothèque pour faire un exposé. Bien sûr. C'est un autre monde. Et je pense qu'on a connu ça aussi, tu vois. Tu étais obligé d'aller chercher. Internet, c'était pas du tout d'actualité. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de la préciosité en fait, de cet écosystème que nous avons actuellement qui nous permet de tout faire. Clairement. Et ça va beaucoup plus vite. C'est clair. Du coup, forcément, ça allait très vite, comme tu dis, avec toutes ces expériences-là. Qu'est-ce qui se passe, du coup, au moment où... Submagic, qu'est-ce qui se passe? Tu décides de passer le cap, tu prends ta rupture conventionnelle, il se passe quoi après? Après, je me mets en ordre de marche pour rencontrer des gens, déjeuner avec des gens avec qui j'ai aimé travailler auparavant. Parce que c'est difficile de trouver un associé ou une associée. Je pense que l'association du travail, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. Et c'est comme un couple, parce que après, ça va être long. Et ça va être long, ça va être difficile. L'entrepreneuriat, enfin, c'est quand même très difficile. Donc, il faut que ça tienne. Et donc, j'ai contacté toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai aimé travailler. Tu vois, ça a été important ça, pour me dire, voilà, si eux, ils sont forts dans tel ou tel domaine et j'ai aimé travailler avec eux, c'était fluide, sans doute je peux créer une boîte avec eux ou ils connaissent d'autres gens qui les ressemblent. Et donc, tu vois, parce que comme tu le disais tout à l'heure, voilà, on ressemble un peu aux 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Et donc, souvent, quand tu as des personnes qui t'aiment travailler, eux aussi ils travaillent avec d'autres personnes qui travaillent de la même façon. Tu vois. Exactement. Et donc voilà, j'ai rencontré des gens comme ça. Et après, j'ai regardé aussi sur Internet pour trouver un associé. Et donc, je suis tombé sur un site qui a été créé par YC Combinator, qui est un fonds d'investissement américain, qui a en gros créé le Tinder de l'entrepreneuriat. Énorme. Donc c'est assez drôle. En gros, tu dis, moi je suis développeur, j'habite en France. J'ai déjà créé une ou plusieurs boîtes, ça aussi c'est un des critères. Je souhaite travailler dans tel ou tel secteur d'activité. Est-ce que j'ai une idée ou pas d'idée? Parce que ça aussi parfois ça peut être bloquant ou pas bloquant. La zone dans laquelle tu souhaites chercher ton associé et ensuite voilà, tu as des matchs. Et donc voilà, moi j'ai rencontré à peu près une quinzaine d'entrepreneurs sur cette plateforme avant de rencontrer David sur un call où lui il était à Bali, c'était assez drôle, et moi j'étais à Paris. Et voilà, et moi je cherchais vraiment un multi-entrepreneur parce que comme j'avais fait, comme je te disais, ma première boîte. Tout, hein. Oui. Ouais, exactement. Et souvent quand on a déjà créé une boîte, une deuxième, une troisième, on fait plus, on va dire, les erreurs du débutant de ce qu'on fait souvent en première boîte. C'est-à-dire on va mettre de l'effort sur le logo, on va se triturer la tête sur le nom de sa boîte, tu vois, des trucs que tout le monde fait. Et que voilà, quand tu as l'expérience, tu sais où tu dois mettre l'effort, finalement. Et donc, ça a été un peu un coup de foudre pro, franchement, avec David, puisqu'on a 10 ans d'écart quand même. Mais voilà, lui, il a eu des expériences vraiment très, très différentes dans les paris sportifs, dans les culottes menstruelles, dans le Moyen-Orient. Et il avait fait aussi un SAS dans la formation. Et donc, il avait vraiment touché aussi un peu à tout. Et donc, voilà, on s'est rencontrés. On a eu ce match, on va dire, intellectuel. Et puis après, on s'est rencontrés. Et lui... il avait une problématique qui était celle de Submagic en réalité, c'est-à-dire qu'il était créateur de contenu déjà, où il faisait des podcasts, c'est marrant, dans des voitures. Et donc, il avait besoin de créer des sous-titres pour ses formats short. Et donc, lui, il payait à l'époque 20 ou 25 euros par vidéo. Ah ouais. Et donc, on s'est dit, parce qu'en fait, comment on a fait? Parce que ça aussi, c'est intéressant quand on s'est partagé. Moi, je lui ai posé la question de dire, où est-ce que toi, tu passes du temps dans ton métier ou en général, et
qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, entre guillemets. Parce que faire des sous-titres, même pour un animateur, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, c'est pas très fun. Et donc, voilà, on a listé les différents problèmes. Et celui-ci, on s'est dit, il y a peut-être un truc à tester, en tout cas. Et donc, de fil en aiguille, ce qu'on a fait, c'est que, tu vois, l'erreur que j'avais fait dans ma première boîte où j'ai mis 1 an et demi à faire ma première version, là, on s'est dit, non, il faut qu'en 2 semaines, 1 mois, il faut que je sorte une première version de quelque chose. Et ça, c'est la force quand même dans le digital. C'est que, tu vois, si tu ouvres un restaurant ou autre, c'est difficile. Il faut que tu fasses les recettes, il faut que tu loues le local, etc. Dans la tech, en 2 semaines, et avec les outils qu'on a, franchement, tu peux lancer une première version. Et donc, au bout de 2 semaines, on lance cette première version qui était vraiment très, très basique. Tu mettais un lien d'une vidéo et tu avais un seul type de sous-titre et tu pouvais l'exporter. On n'avait même pas de prix parce qu'on ne savait pas comment le pricer. Donc, on a mis 5 € la vidéo. Et lui, David, il avait 2 semaines ensuite pour faire la vente et trouver des clients. Et donc, on a eu très rapidement des clients. Et donc, cette traction-là, après, on s'est dit, je crois qu'on est arrivé à 3 000 € de chiffre d'affaires. On s'est dit, là, il faut qu'on y aille à 100%. C'est énorme. C'est énorme. L'histoire, elle est incroyable parce que, alors, c'est vrai que là, comme tu dis, il y a eu le match, il y a eu le coup de cœur et tout. Mais il y a eu, je pense, et c'est aussi là, quand je vous ai écouté justement dans cette émission, j'ai entendu justement cette méthodologie américaine qui était aussi proposé par un fonds d'investissement qui te permet vraiment de poser les bonnes questions pour s'associer. Ouais. Parce que comme tu dis, tu as opéré avec les deux aspects. On va revenir après sur Submagic, vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais moi, ça m'intéresse parce que je pense que ça peut aussi intéresser notre audience, étant donné que beaucoup savent que la meilleure façon de faire de scaler une entreprise, c'est de s'associer. Ouais. Et souvent, dans l'association, on y va avec des mauvaises raisons ou plutôt avec des mauvais objectifs. Ouais. Et c'est là où ça m'intéresse, d'avoir ton retour d'expérience et de se dire de quelle manière cet outil ou cette méthode vous a aidé et de quelle manière aussi, comme tu as emprunté 2 possibilités, tu avais ceux avec qui tu as eu plaisir à travailler, mais pour lesquels finalement ça n'a pas... Il n'y avait pas autant de matchs qu'avec une personne que tu ne connaissais pas du tout. Il faut quand même le rappeler. Vous n'avez pas du tout d'antériorité, vous ne connaissiez pas du tout. En fait, vous étiez 2 parfaits inconnus à la base. C'est quand même, ça c'est énorme. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que, donc effectivement, je pense que l'association, c'est le truc le plus difficile. Parce que c'est au début et on ne se rend pas compte parce qu'on a envie de lancer le projet, donc parfois on ne prend pas les bonnes personnes et je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour dire ok, c'est vraiment la bonne personne, et le meilleur moyen, je pense, c'est de faire un petit projet ensemble, un projet de week-end ou travailler 1 semaine ensemble, 2 semaines ensemble pour voir comment ça fonctionne, parce que c'est en faisant qu'on apprend, parce qu'il va y avoir des moments difficiles, donc comment on communique entre nous, etc. Bon bref, et donc effectivement ce fonds d'investissement, je t'enverrai le lien où tu pourras le partager à ton audience. Mais en fait, ils ont listé à peu près 100 questions à se poser sur l'association. Et ça vient de toute leur expérience qu'ils ont dans l'investissement des boîtes qu'ils ont financées. Et ce qui est hyper intéressant dans les questions, c'est ça délimite ou ça met un périmètre sur le projet de l'entrepreneuriat de chacun. Parce que déjà, pourquoi on a envie d'entreprendre c'est très difficile. Donc déjà, pourquoi, tu vois, chacun. Et déjà, se poser la question, parce que tu vois, si les gens pensent que les entrepreneurs ils veulent devenir riches, c'est l'objectif numéro 1, ça marche jamais. Ça marche jamais. Et donc, tu vois, c'est pourquoi tu te réveilles le matin pour faire des trucs difficiles qui sont liés à l'entrepreneuriat. Donc, en tout cas, on te fait poser les bonnes questions. Tu vois, sur ça, c'est t'as combien de trésorerie personnelle et combien de temps tu peux durer sans te payer, parce que la réalité aussi, c'est que pendant longtemps, malheureusement, tu vas pas te payer. Et ça, les gens n'ont pas conscience aussi. Tu vois, c'est un peu le patron méchant qui gagne des millions, mais la réalité, c'est que c'est très difficile. Et donc voilà, on te fait poser les bonnes questions. Où sont tes forces? Tu vois, tu parlais de zone de génie. Je pense que on apprend à se connaître. Du coup, c'est voilà, moi, je suis fort en marketing, en business, ça, j'aime pas. Tu vois, moi, par exemple, l'administratif, je déteste. Donc, tu vois, je me suis noté, je crois, 2 sur 8. Et du coup, ça nous a permis de nous en parler. Quand on s'est vu, du coup, on a fait, tu vois, on a déroulé toutes ces questions. Et moi, je lui ai dit, voilà, moi, je suis vraiment nul en administratif. Je pense que si on s'associe, il faut soit qu'on prenne quelqu'un, soit que tu le fasses au départ. Et en fait, du coup, c'était... J'exagère, mais tu vois, c'est un peu genre premier rendez-vous Tinder où tu vas dire, voilà, moi, je veux me marier, j'ai 3 ans, je veux 3 enfants, tu vois, dans 5 ans, etc. Et bien là, c'était un peu la même chose. Et donc, du coup, ça a hyper bien cadré ce qu'on avait envie de faire, tu vois. Et on comprenait très vite aussi l'autre par rapport à qu'est-ce qui le drivait. Donc du coup, ça a été vraiment à ce moment-là, du coup, ce processus, ça t'a donné plus d'évidence qu'avec n'importe qui avec qui tu avais bossé par le passé. Moi, le premier test, ça a été quand même de faire ce projet de 2 semaines. Donc j'ai fait ces projets de 2 semaines avec d'autres gens, et ça n'avait pas fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné, ouais. Exactement. Donc pour moi, là, c'était plus,
on a lancé le projet, ça fonctionne. Donc, si on se lance à fond, à 100%, est-ce que, voilà, tu vois, on est un fit et est-ce que, dès demain, en fait, on va commencer à être tous les jours ensemble, tu vois, en fait, c'est ça ce qui se passe. Donc on a fait ce questionnaire et voilà, ça nous a paru aussi assez évident. Et ça se sentait, en fait, tu vois, sans se dire les choses, on sentait que c'était fluide, quoi, dans les réponses, etc. Ok, ouais, non, mais c'est génial. Moi, je pense que cette expérience-là, elle est quand même superbe à vivre. Parce que après, c'est vrai que comme tu as été initié à l'association en fait, très vite, c'est aussi la question que je t'ai posée tout à l'heure. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui refusent, entre guillemets, de s'associer. Qui disent non, moi, je veux rester seul à bord. Ouais. Toi, ça n'était pas une question, entre guillemets. Ouais, mais alors pourquoi? Parce que dans ma première boîte, j'étais aussi dans un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est un réseau d'entrepreneurs. Oui. Et donc, c'est par promo, tu es 30 entreprises de la même taille, etc. Et donc, il y en avait qui étaient seuls. Et je trouve que le chemin de l'entrepreneuriat, franchement, c'est dur, vraiment dur. Et donc, d'être tout seul, je trouve très difficile de prendre des décisions parfois vraiment complexes. Et donc, déjà, avoir quelqu'un pour avoir un ping-pong, tu vois, pour pouvoir réfléchir ensemble sur les sujets. Et parfois, voilà, il y a des situations très difficiles, tu vois, si tu dois sortir des personnes ou en termes de management, tu ne sais pas forcément comment faire. Je trouve que c'est quand même plus cool de pouvoir se reposer sur une deuxième personne. Nous, on était 3, on va dire, dans ma première boîte. Et c'est pas mal aussi 3. Parce que 2, tu vois, si toi tu dis oui et moi je dis non, bon, voilà, c'est tu vois qui tranche. Voilà, exactement. Et donc parfois c'est difficile parce que ça devient très vite conflictuel aussi quand tu es 2. Et donc aussi avoir une troisième personne, ça peut être intéressant. Et donc, nous, on a fait rentrer une troisième personne aussi après par la suite chez Submagic. Mais voilà, entre 2 et 3, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est un bon conseil. Enfin, en tout cas, c'est des bons conseils que tu donnes, en fait, de bien cadrer, se poser les bonnes questions pour faire en sorte qu'on arrive véritablement à trouver le bon élan. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, je pense qu'au départ, comme tu dis, ça a été le test. Mais l'ambition, en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de target. Vous étiez juste dans l'envie de dire, bon, il faut trouver un market fit d'abord, de dire... faut que le marché, est-ce qu'on répond vraiment à un besoin et on va tester le produit. Là, je pense que ça a été immédiat. Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand vous avez trouvé que voilà, ça fitait, ça a été quoi le processus qui s'en est suivi naturellement? Alors, on n'avait pas forcément d'objectif au départ, mais on a été très vite, on va dire, on était ambitieux dans ce qu'on voulait faire parce que, on va dire, chacun de notre côté, on avait fait un peu l'enfance de l'entrepreneuriat et donc on savait en tout cas où on voulait aller. Et tu vois, je pense que le sujet de l'ambition, c'est un vrai sujet. Tu vois, on parle souvent de différence entre les Américains et les Français. Mais je prends cet exemple parce que j'aime beaucoup le sport. Et tu vois, un Américain, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des études aux États-Unis. Et c'était une université qui était liée au basket. Et à tous les sportifs ou étudiants à qui je parlais, ils voulaient être champions olympiques. C'est-à-dire, il n'y avait pas de question. Tu vois, si je fais un sport, je veux être champion olympique. Mais tu vois, ça te set un mindset de fou furieux. C'est-à-dire que, du coup, après, tout se drive derrière, en fait. Et nous, aujourd'hui, on est plus, j'exagère un peu, mais je vais peut-être être champion régional. Et après, je vais être champion de Paris. Et après, je vais peut-être être champion d'Europe. Et après, champion olympique, c'est très dur, en fait, tu vois, de passer par là. Alors que si ton ambition, c'est de dire, je vais être champion olympique, au pire des cas, tu vas être champion régional, tu vois. Et donc, ça va être déjà une super victoire. Et donc, pourquoi je disais ça, c'est que, du coup, nous, on avait quand même une ambition de se dire, voilà, on va lancer en anglais. Tu vois, on est en capacité de sortir notre outil en anglais, de construire une boîte aussi, full English, etc. D'ailleurs, ça m'a dupé, je tiens à le dire. Non, mais c'était pas simple parce que, tu vois, dans les recrutements, on avait recruté des Français qui parlaient pas forcément super bien anglais, donc on leur a donné des cours d'anglais, tu vois. Donc, ils avaient toutes les semaines 2 heures de cours d'anglais. Et donc, voilà, je pense que l'ambition, au départ, elle était hyper importante. Et donc, pour revenir à ta question, on a lancé le premier MVP. Et ensuite, très vite, on s'est dit, OK, c'est quoi ce qui est vraiment... Qu'est-ce qui devrait être dans cette première version de l'outil et donc, nous, on était dans une réflexion. Et ça aussi, c'est l'apprentissage de ma première boîte, tu vois. C'est comment faire les choses simples. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire simple? C'est tout doit être en 3 clics. Tu vois, c'est comment on le réduit à quelque chose qui se matérialise. Tu vois, t'as un iPad là. Et c'est Steve Jobs qui disait ça. C'est voilà, tout doit être en 3 clics. Et donc, nous, on a réfléchi sur l'interface pour dire, tu uploads ta vidéo, un clic, tu choisis la langue, 2 clics, et 3, ça te génère les sous-titres déjà préfaits. Donc, tu n'as pas besoin de highlighter tes mots, ils sont déjà faits avec l'IA, tu as les emojis placés au bon endroit, parce qu'avant, ce n'était pas le cas en fait. Avant, tu devais aller chercher tes emojis par rapport à tel ou tel mot-clé. Nous, on te le fait en automatique. Et donc, en 3 clics, tu vois la valeur du produit. Et donc, c'était ça notre premier objectif sur la V1, tu vois. Et donc, après, on a eu
je pense on parle souvent de time to market aussi, tu vois. Moi, sur ma première boîte, tu vois, on faisait des sites internet en no-code, comme tu disais, pendant 7 ans. Et ben, je pense que pendant 7 ans, on était trop avant-gardiste par rapport au marché. Oui. Les gros concurrents sont arrivés peut-être 4 ans après nous, et c'est là où ça s'est vraiment développé. Et ben là, nous, on a eu un time to market assez incroyable où il y a eu le début de ChatGPT, tout ce qui était IA, et les gens étaient curieux de se dire qu'est-ce que peut faire l'IA. Et nous, on était un cas d'usage très, très simple, très basique, qui exprimait ce que pouvait faire l'IA. Ah, c'est fou. Hein. Tu vois, et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, David, lui, il était spécialiste de l'influence marketing dans sa première boîte de paris sportifs, avec Winibet, etc. Unibet, etc. Et donc, il connaissait bien ce modèle-là. Et donc, on a testé l'influence marketing. Et donc, l'influence marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est juste de dire, voilà, on va payer des influenceurs pour qu'ils fassent des vidéos, pour expliquer juste notre produit, pas forcément le survendre, etc. Ouais. Et donc, parce que c'est ça qui marche le mieux, en fait, c'est quand tu as quelque chose d'authentique. Et donc, ce qu'on a fait, on a demandé à plein de petits influenceurs au début, sans beaucoup de followers, hein, ils avaient très peu de followers, de faire des vidéos sur notre outil. Et donc, le produit était hyper simple à vendre, entre guillemets. C'est est-ce que tu veux les sous-titres comme ça en 3 clics, tu peux le faire. Upload ta vidéo, choisis ton template et exporte-le. Tu vois, c'était très, très basique. Et donc, en fait, ça, c'est devenu un peu viral sur Internet. Et donc, c'est là où ça a commencé à exploser. Quoi. C'est clair, parce que moi, je te dis, je suis pas quelqu'un, je suis pas une geekette, je suis pas non plus on va dire, je suis pas si vieille que ça, mais je pense que vraiment l'usage de cette application, comme je te dis, moi, j'étais cliente sans le savoir, mais vraiment d'une solution qui j'étais persuadée que c'était américain. C'est ce que je te disais, j'étais persuadée que c'était américain parce que j'utilisais la solution depuis 1 an, et c'est vraiment par hasard, en ayant Delton from India qui m'a répondu que il me proposait de faire un rendez-vous avec David. Je me dis pourquoi pas, mais j'y croyais absolument pas. Je me dis comment c'est possible que le mec il me propose en fait un calendrier de 9h à 16h, et en fait non, il est basé à Paris. Et ça, je trouve que c'est important de saluer. Vous voyez, les entrepreneurs français, ils font des choses incroyables. Et je suis très contente vraiment que tu puisses nous partager ça, enfin toute cette effervescence, parce que je me doute bien que voilà, il y a eu l'effervescence, il y a eu la stimulation. Vous avez vu que ça répondait. Il fallait du coup ajuster également tout ça, tu vois. Les équipes aussi, parce que voilà, tu t'es dit moi tout seul, ça va commencer. Enfin voilà, comme tu dis, il y a le time to market, et après il faut aussi battre le fer tant qu'il est chaud, parce que tu as quand même des gros opérateurs. On parlait des gros concurrents entre guillemets sur le secteur. On va pas citer d'autres noms, mais bon, en tout cas, voilà, il y a d'autres opérateurs aussi qui sont aussi très agressifs, qui proposent des solutions plus généralistes. C'est vrai que vous, l'usage, c'était vraiment de simplifier tout ça et de se dire écoute. Exactement. En fait, nous, on est vraiment focalisé sur le short form content, donc ce format vertical que maintenant tout le monde connaît. Nous, on pense que c'est le meilleur média aujourd'hui pour générer du business pour n'importe quel type de boîte, parce que les gens ne passent plus du temps sur Netflix ou à la télé. Tu vois, c'est en moyenne dans les pays occidentaux, on passe à peu près 2 heures par jour sur les réseaux sociaux à scroller. Et donc, nous, on pense que ce média-là, c'est le meilleur média aujourd'hui, mais c'est difficile de faire du contenu captivant. Nous, notre job, c'est vraiment de faire ça. Et donc, on s'est spécialisé vraiment sur le short form content. Et c'est cette spécialisation qui permet de tout faire en 3 clics. Quoi, mais c'est vraiment, vraiment énorme, tu vois, de l'avoir repensé, de l'avoir réfléchi de cette manière-là. Et surtout, comme tu dis, penser aux clients. C'est quoi, en fait, l'expérience qu'on veut qu'ils vivent. Mais tu vois, une des apprentissages qu'on a eu, des anciennes boîtes aussi, c'est de parler aux utilisateurs. Tu vois, et tu as eu... En fait, tu vois, ça t'a surpris de pouvoir parler à David, mais c'est parce que nous, on se force toutes les semaines à parler au moins à 10 de nos clients. Et c'est la base du business, en réalité. Bien sûr. Ça paraît con, mais même un restaurateur, enfin tout. Un restaurateur, il devrait parler à ses clients pour savoir si les recettes qu'il fait elles sont bonnes, s'il doit les réajuster, etc. Nous, on fait exactement la même chose. Et donc, on parle à 10 de nos clients toutes les semaines pour savoir c'est quoi leur problématique future. Et donc, ce travail-là qu'on a fait, nous a permis, entre guillemets, d'arriver à ce résultat de faire un produit simple en 3 clics. Le nerf de la guerre, c'est d'écouter vraiment les besoins du client et de savoir de quelle manière on peut vraiment y répondre. Pas de manière, on va dire, superficielle, mais vraiment en profondeur. Que si j'apporte vraiment de la valeur réelle, c'est ce qui me permettra de pérenniser ma solution et tout ce que je fais finalement. Aujourd'hui, ce Magic, c'est quoi les enjeux pour ce Magic et la target ? Parce que là, ça fait quand même 1 an. Ça fait 1 an. C'est quoi, en fait, pour vous parce qu'au départ, tu me dis qu'il n'y avait pas d'objectif. Maintenant, comme toute entreprise, on fait de l'argent. Il faut être lucide. Ce que je disais, c'est que les personnes ne comprennent pas une chose. C'est que pour moi, je le répète tout le temps et vous allez souvent m'en l'entendre le dire,
les entrepreneurs, ce sont ceux qui prennent des risques d'un point de vue financier. C'est eux qui dynamisent l'économie, c'est eux qui créent l'emploi. Donc, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Si on n'a pas d'argent, on ne survit pas. Bien sûr. Donc, une entreprise, elle se doit d'être rentable. Bien sûr. Maintenant, la rupture conventionnelle est passée. Ouais. On est dans cette phase où maintenant, OK, tu sens qu'il faut assumer toutes les responsabilités. Ouais. C'est quoi l'enjeu et c'est quoi maintenant la target que vous voulez atteindre? Ouais, bah, en fait, nous, on a commencé au début juste avec les sous-titres. Mais maintenant, l'ambition vraiment de la boîte, c'est de te dire, voilà, comment rendre les short-form vidéo captivants. Et donc, on a commencé par les sous-titres. Après, on a fait les b-rolls, c'est-à-dire toutes les vidéos qui te permettent d'illustrer tes propos, la musique. Et limite, demain, peu importe ce qu'il faudra faire, on le rajoutera dans notre outil et de se dire, bah voilà, ça se fait en 3 clics. Ça, c'est l'ambition, c'est de le faire évoluer la solution pour que vraiment elle réponde encore plus aux besoins. Voilà, et que demain, tu ne te poses pas la question, tu dis, voilà, si je dois faire du short-form content, c'est là que je dois aller. Okay. Et donc, là, on est en train de travailler sur une deuxième brique qui est de transformer tous les formats longs en short. Donc, en gros, oui, voilà. Donc, voilà, par exemple, les podcasts, etc. Ouais. Mais parce que finalement, créer du short, c'est aussi difficile parce que ça demande de l'effort, du temps, etc. Par contre, des longs formats, il y en a plein. Des podcasts, des interviews, des matchs de foot, j'en sais rien. Mais voilà, toutes les vidéos, finalement, peuvent être un short form. Et donc, nous, on croit vraiment à ça. Et donc, c'est aussi une demande de nos clients, hein, tout simplement. Et donc là, on est en train de travailler sur le sujet qu'on va lancer dans quasiment un mois. Un mois, voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, pareil, en 3 clics, tu vois, tu mets ton lien YouTube, par exemple, hop, et on te crée automatiquement tes shorts avec l'IA, avec les bons moments, les plus marrants ou les plus drôles, ou voilà, les plus captivants aussi. Et on va rajouter tout ce qu'on rajoute déjà aujourd'hui, les sous-titres, etc. Effectivement, il y a un opérateur qui est allé sur ce marché-là, en tout cas. Et je l'ai testé. Hein. Et je pense que le problème, c'est que la pertinence en fait, des choix qui sont faits ne sont pas forcément au rendez-vous. Exactement. Je pense que c'est ça l'enjeu aussi. Exactement. Et parfois, en fait, c'est shorté, mais de manière impromptue. Exactement. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Là, il y a un gros travail à faire là-dessus. Ça, c'est notre ambition, effectivement. Et nous, on croit que voilà, la sélection, on va la faire à 90%. Et on aura aussi un outil qui permettra de réajuster ces moments-là pour choisir d'autres endroits, si tu préfères, qui n'ont pas été bien sélectionnés par l'IA. Ça, c'est top. Hein. Franchement, bravo, parce que voilà, cette réactivité, mais aussi le fait d'être vraiment proche d'avoir cette écoute, en tout cas marché, c'est ce qui vous permet, je pense, d'avoir vraiment cette force. Et même, c'est vrai qu'on sent vraiment ce côté intuitif, en fait, dans l'utilisation de Submagic. Il y a pour beaucoup le fait d'avoir écouté énormément vos clients, parce que ça a rendu la solution, et moi, je l'ai vu, hein, à chaque mois, à chaque fois que je l'utilisais, je dis, tiens, il y a nouveau ça. Ah, tiens, il y a un truc nouveau. Ah, bah tiens, ça aussi, ça vient d'être ajouté. Et je me dis, moi, c'est énorme. Ils ont anticipé tout ce dont... Enfin, tu vois, j'avais peut-être besoin, ou que je n'avais pas encore conscience que j'avais besoin, et c'est arrivé. Tu vois, nous, on a l'ambition de faire un produit qui soit simple, toujours tout en 3 clics. Sauf que plus tu rajoutes de fonctionnalités, plus c'est difficile. Tu vois, c'est comme tu rajoutes plein de choses dans ta chambre. Bah après, faut la ranger, en fait. Et où est-ce que tu mets les éléments, etc. Et donc ça, c'est un gros travail qu'on fait en UX Design, avec un super UX designer qu'on a. Mais c'est effectivement très difficile à rester simple. Parce que plus tu rajoutes de choses, tu vois, Google, c'est les seuls où c'est encore une barre de recherche. Tu vois. Clair. Et derrière, tu te rends compte de la complexité, tu vois, de Google Maps, tout ça, etc. Mais voilà, on essaye aussi vraiment de rester simple au maximum. Quoi. Non, c'est incroyable. Et alors du coup, en termes de target, du coup, de target de chiffre d'affaires, nous, l'année prochaine, on vise 10 millions de chiffre d'affaires en revenus récurrents. Et donc, voilà, on a commencé par ce produit de sous-titres. Et l'idée là, c'est vraiment être la plateforme de référence sur le short-form content. C'est énorme. Parce que là, pareil, le parti pris d'avoir attaqué le marché américain, donc ça fait honneur un petit peu à tes études aux États-Unis. Quand tu parlais justement, je veux devenir champion olympique. Je trouve que ça, c'est génial aussi de se dire qu'il faut se donner des belles ambitions. Les gens que tu vas recruter, si tu leur parles de cette ambition-là, ça va te permettre de recruter des gens qui veulent être champions olympiques. Tu vois. Et donc, même quand tu vas parler à un partenaire ou à un fournisseur ou quelqu'un avec qui tu vas travailler en freelance ou autre, et il va ressentir ça, en fait. Bien sûr. Tu vois, cette ambition-là, et donc il a envie de travailler avec toi. Il veut se donner à fond. Et tu vois, ça, c'est un des learnings que j'ai, enfin, un des apprentissages que j'ai eu sur mes différentes expériences, c'est en tout cas, là, nous, on prend que des seniors dans mon équipe produit, c'est-à-dire prendre que des gens qui ont de l'expérience. Ils sont confirmés. Ouais, qui sont plutôt confirmés. On a une moyenne d'âge qui est très jeune dans la boîte, c'est à peu près 22-23 ans. Donc, côté marketing, business, on a beaucoup de jeunes. Mais côté produit, on a voulu prendre des gens avec un peu plus d'expérience. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai eu aussi avant. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir de l'ambition forte sur le produit
en ayant cette ambition, comme je te disais, champion olympique, on a réussi à attirer des profils qui étaient très très forts aussi, quoi. C'est énorme. Ouais. Il y a aussi une autre force également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette ambition de target en termes de chiffre d'affaires, mais aussi d'un point de vue structurel, c'est que là, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'investisseurs, vous êtes autofinancé en fait, justement par cette vision-là et ce business model. Et ça aussi, je trouve que c'est fascinant et c'est aussi, en fait, je pense, beaucoup d'espoir pour les personnes qui penseraient en fait que l'entrepreneuriat, c'est pas accessible, tu peux pas. Là, ce que tu disais avec Internet, c'est qu'en vrai, tout est possible. Aujourd'hui, vraiment, toute la ressource est sur Internet pour apprendre à coder ou même lancer un système comme le nôtre, globalement de SaaS, ce qu'on appelle un SaaS, c'est un Software as a Service. Globalement, les codes sont là, ils existent. Il y a l'IA maintenant qui permet vraiment d'aider pour faire du développement. Nous, juste pour comprendre, je le partage là, mais 80% du code généré chez SomeMagic a été au moins généré par de l'IA au départ. C'est incroyable. Tu vois, et donc après, nous, on réajuste, etc. Mais l'IA change, on va dire, notre façon de travailler clairement, de manière drastique. Et donc, tu n'as plus besoin d'être un super expert pour pouvoir faire ça. Et 3, les outils qui existent aujourd'hui te simplifient la vie à tous les niveaux. Tu vois, tu veux faire un site internet où tu as des outils, voilà, Webflow, Shopify, des trucs comme ça. Pour la partie paiement, nous, on utilise Stripe, c'est hyper simple de l'installer. Et donc, voilà, il y a des briques vraiment qui permettent de lancer un SaaS assez rapidement. Et donc, effectivement, nous, on est Bootstrap. Donc, Bootstrap, effectivement, c'est de se dire, dans le monde des startups, on investit avec notre propre argent qui a été gagné par ce qu'on a fait, finalement. Oui, c'est ça, et vous pouvez réinjecter. Voilà, exactement. C'est génial. Et donc, c'était le modèle traditionnel, c'était effectivement de lever de l'argent et accélérer. Et il n'y avait pas cette notion de rentabilité très vite, mais qui, pour nous, avec David, c'est une évidence. Normalement, un business, voilà, il faut que tu gagnes de l'argent. Jour 1, tu ouvres ton restaurant, il faut que tu vendes tes premiers plats le premier jour. Bon, voilà, ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais dans le monde de start-up, c'était moins vrai. Et donc là, je pense qu'on va avoir de plus en plus de modèles bootstrap avec des petites équipes. Pourquoi ? Parce que je pense que l'IA permet d'alléger énormément. Je pense qu'aussi, c'est un écosystème qui, tu sais, en fait, c'est la loi de la nature. C'est qu'à un moment donné, ceux qui mangent plus qu'ils ne devraient, entre guillemets, pour pouvoir survivre, ils s'éteignent naturellement. Et ceux qui ont finalement cette posture un peu adaptable, flexible, qui arrivent justement à se réajuster et comprendre véritablement le besoin à tous les niveaux, c'est ceux-là finalement qui ont pérennisé un modèle. Mais c'est vrai que comme tu dis, il y a une concurrence accrue. Donc l'enjeu se situe là, c'est-à-dire on a cette capacité finalement à se gérer et à aller en fait dans la réflexion d'un produit qui répond vraiment à un besoin. Mais en plus de ça, de ne pas avoir la pression finalement aussi d'un investisseur qui est là justement juste pour des questions financières. Et c'est là où tu vois on pourrait perdre un peu la main et perdre aussi le fil du chemin, tu vois. Donc je pense que c'est intéressant de comprendre en fait tous ces enjeux-là et qu'on ne saisit pas forcément au début, parce que c'est vrai que tu vois il y a eu cette mode comme tu dis de ces levées de fonds, mais tu te rends compte que la plupart d'entre elles collapsent parce qu'en fait il n'y a plus rien qui injecte. Et on disait et on justifiait le fait de il faut injecter, c'est normal, ça bouffe énormément au début. Mais sauf qu'à un moment donné, non, ça n'a pas de sens, qu'en fait, tu t'habitues à un système qui n'est pas du tout sain. Et ça dérégule finalement tout le reste. Et forcément, ça, c'est pas périn. Donc, je trouve qu'au contraire, ça remet en fait, finalement les notions comptables de manière très juste, comme tu dis, et de se dire, écoute, c'est simple. Si tu vois que tu n'es pas rentable, entre guillemets, soit tu mets en place un plan d'action, tu réajustes tout de suite, soit tu ne l'es pas. Dans ce cas-là, change de modèle, ou en tout cas, c'est pas le bon. Mais donc, du coup, toi, si on devait, entre guillemets, donner un conseil à ceux qui sont là et qui s'interrogent et qui se disent voilà, j'aimerais bien me lancer, nos jeunes Français, parce que là on est sur un auditeur francophone. Bien sûr. Non, mais après, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, Internet, ça vraiment permet d'apprendre sur n'importe quel sujet déjà, vraiment. Tu vois, je vais te donner un exemple, mais tu parlais de Delton, qui travaille au Customer Success chez SomeMagic. Delton, il a une histoire incroyable en vrai. Il a 18 ans, il vit en Inde. Il a commencé à travailler sur Internet en faisant de l'editing vidéo à 14 ans. Wow. Ouais, et tu vois, lui, il s'est dit, bon voilà, j'aime pas trop les études, qu'est-ce que je vais faire ? Et du coup, il regarde des vidéos YouTube, il voit des vidéos YouTube sur le vidéo editing, il commence à en faire, il commence à avoir des clients. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, il a lancé sa petite boîte. Et après, à 16 ans, tu vois, il s'est lancé dans le vidéo editing. Et puis après, à un moment donné, il a eu une rencontre avec SomeMagic. Et nous, on l'a trouvé super parce qu'il connaissait bien notre métier, du coup. Et son anglais, il était top. Alors qu'il a appris que sur YouTube aussi. C'est incroyable. Tu vois, et je sais pas si tu l'as eu en vidéo, mais
parce qu'on fait pas mal de visio avec nos clients, et il parle un super anglais. Tu vois, on peut penser, ouais, les Indiens, ils ont un accent. Lui, il parle un anglais parfait. Parce qu'il a réajusté son anglais aussi avec les vidéos YouTube. Tu vois. Incroyable. Et donc, tu vois, c'est juste pour donner cet exemple-là. Moi, je pense vraiment avec Internet, tu vois, tout est possible vraiment maintenant. Tu vois. Si tu mets du travail, par contre, il faut du taf. Tu vois, voilà, on dit souvent qu'il faut mettre 10 000 heures sur n'importe quel sujet pour le masteriser. Et bien ça, je le crois vraiment, parce que tu vois, j'ai vécu la même chose avec le développement. Bien sûr. Et lui, il a fait la même chose sur ça. Tu vois, et donc, voilà, déjà, c'est de se dire que tout est possible. Et en fait, il faut juste mettre de l'effort. Par contre, voilà, faut travailler. Ça, c'est une réalité. Et deux, peut-être, il y a aussi un deuxième point. Souvent, les gens qui se posent, c'est je ne sais pas sur quoi me lancer, par exemple. Oui, c'est vrai. Tu vois, et moi, je connais juste le monde, on va dire, de la tech et voilà, tout ce qui est dans Internet, le digital. Mais il y a un site qui est hyper intéressant pour faire de la veille ou pour voir différents sites. Ça s'appelle Product Hunt. Et donc, c'est un site où, globalement, toutes les entreprises postent leur site ou leur application. Et ensuite, tous les jours, il y a des votes par la communauté pour élire le premier. Bon, voilà, ça, c'est le principe du site. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une plateforme mondiale où tout le monde met globalement leurs idées. Et moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. C'est un peu c'est des remixes, tu vois, c'est un peu des remixes, c'est-à-dire tu trouves une idée qui vient de tel ou tel secteur avec un mélange de ça, et hop, toi tu te l'adaptes à ton truc, tu vois. Et donc c'est beaucoup de sources d'inspiration, je pense, et souvent ce sont des petites boîtes aussi, et donc c'est des modèles qui peuvent être copier, modifier, réajuster pour son propre marché, tu vois. Ouais, donc en fait, le conseil que tu donnes, parce que c'est vrai que beaucoup disent ça, moi j'aimerais bien devenir entrepreneur, mais j'ai pas d'idée. Ouais. Et c'est vrai que là, ce que tu viens de dire, c'est une très bonne chose, parce que je pense que la plupart du temps, les gens cherchent à réinventer les choses, alors qu'en réalité, tout est déjà là. Ouais. C'est simplement en fait que tu dois juste ouvrir et être à l'écoute des besoins réels. Et je pense que l'exemple de Submagic, c'est très, très, très concret. Ouais. Mais ça peut être concret dans tellement de domaines. Ouais. C'est-à-dire que tu réponds vraiment à un besoin. Et pour le coup, je pense que c'est un très bon conseil que tu viens de donner là. L'autre élément aussi qui peut peut-être rebuter certains qui se disent « Ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi parce que finalement, le salariat me permet d'avoir une forme d'équilibre entre la vie pro et le perso. » On peut en parler là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus ? Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Je pense que faut pas se dire que c'est pas un objectif d'être entrepreneur, je pense. Mais par contre, effectivement, si tu as le feu en toi ou tu parles souvent d'idées, que tu as envie de mettre en place des choses, etc., moi, je pense qu'il faut y aller, il faut tester. Effectivement, c'est très difficile de dire est-ce que c'est la bonne idée sans le faire, en fait. Donc, moi, je crois beaucoup à faire les choses, et c'est pas grave de pas réussir. Pour moi, c'est un apprentissage. Donc, voilà, faut tester et fail fast aussi, comme on dit. Voilà. Si tu échoues rapidement, c'est pas très grave, ça sera un apprentissage et teste des choses. Parce que c'est en testant plein de choses que tu vas découvrir ce que tu aimes et où tu es fort aussi. Bien sûr. Tu vois, et donc, voilà, moi, je crois beaucoup à ce modèle-là. Et pour justement ceux qui entreprennent, comme tu dis, très fort, très dur, c'est quoi l'impact justement dans le regard de ta famille aussi ? Parce que justement, c'est ça, tes parents, mais aussi ta compagne. Ouais. Quel regard ils portent justement sur ton parcours entrepreneurial ? Dans ma première boîte, sur les 7 premières années, ça a été plutôt facile, où on va dire, j'avais pas forcément de copines, c'était différent. Sur cette aventure-là, effectivement, voilà, j'arrive en Corée du Sud, donc j'étais avec ma copine. Le matin, voilà, on a tout notre temps pour faire du sport, etc. Et puis après, on commence à travailler à partir de midi jusqu'au soir, parce qu'elle travaille avec des clients français depuis la Corée du Sud. La chance que nous, on a d'être, bootstrap et aussi d'être en remote, de pouvoir travailler à distance, ça, c'est une vraie chance qu'on a décidé aussi avec David de faire auprès de Submagic. Mais ça nous permet, nous, de nous équilibrer. Et donc, on choisit, en fait, d'une certaine façon, les heures sur lesquelles nous, on est les plus forts pour travailler dans la journée. Et donc, on travaille à ces moments-là. C'est énorme, parce que oui, c'est vrai, on a oublié, pour les auditeurs, on a parlé en off, mais c'est vrai que vous avez fait le choix d'être resté domicilié, en tout cas, Submagic est domicilié à Paris, en France, alors que vous êtes tous en remote. Ouais. La réalité, c'est que vous aurez pu tout à fait, pour des questions fiscales, il faut le dire les choses clairement, décider de domicilier la boîte à l'étranger. Et pourtant, ce n'est pas ce que vous avez décidé. Peux-tu partager pourquoi c'était quoi cette vision que vous avez partagée avec David justement ? En vrai, il y a surtout dans la tech, il dit souvent on peut aller aux États-Unis ou à Dubaï, par exemple, pour ne pas payer d'impôts. Nous, on n'était pas forcément convaincus par ça pour une raison assez simple. Globalement, c'est la législation. C'est-à-dire que nous, on connaît, on va dire, le droit français. On sait que dans l'entreprise, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On a aussi des aides incroyables. Tu vois, je parlais du chômage, mais il y a d'autres aides, le CIR. Enfin bref, il y a pas mal d'aides qui peuvent être aussi faites en France. Et donc, nous, ça a été assez naturel
de le faire en France. Et après, voilà, nous, on a recruté des gens un peu partout dans le monde parce qu'on a des clients qui sont un peu partout dans le monde. Donc, on travaille avec un Argentin, un Vietnamien, un Polonais, des Indiens, des Français aussi. Et donc, voilà, c'est un super melting pot, tu vois, tous en remote. Donc ça, c'est aussi cool. Et chacun, voilà, tu vois, le travail en remote, ça permet, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu un sujet parce que tu as plein de gens qui reviennent sur ce sujet-là parce que le Covid a permis de démocratiser, on va dire, le télétravail. Et maintenant, tu as beaucoup de boîtes qui reviennent à du bureau. Nous, on pense que le remote, ça marche. En tout cas, dans notre façon de faire, ça fonctionne. Et ça responsabilise les gens, en fait. Donc, moi, je crois beaucoup aux petites équipes. Donc, tu vois, nous, on est 15 et j'espère qu'on va rester 15 pendant assez longtemps. Donc, on est une petite équipe et tout le monde se fait confiance. Tout le monde a beaucoup de responsabilités. Donc, quand tu as de la responsabilité, forcément, tu vas produire les choses aussi. Donc, tu n'as pas besoin de fliquer les gens. Est-ce que tu te lèves à 8h ou à 9h ou tu vois, tu pars à 17h. Tu t'organises en fonction de toi, ce que tu dois faire. Et moi, je crois beaucoup aux énergies. C'est-à-dire, tu vois, faut apprendre à se connaître. Et ça, c'est pas simple, hein, effectivement. C'est avec le temps aussi. Mais de savoir, voilà, quand est-ce que toi, tu es forte pour travailler. Tu vois, moi, je te donne un exemple. Par exemple, moi, je suis très fort très tôt le matin. Donc, parfois, à 8h, je fais certaines choses. Et je sais que, je sais pas, de 14 à 16h, je suis un peu moins bon, donc je vais faire les trucs un peu administratifs, etc. Donc, c'est comment tu arrives à te gérer aussi personnellement. Et ça, c'est des trucs qu'on partage aux collaborateurs pour qu'ils arrivent à s'ajuster également. Du coup, le système de recrutement également des équipes, tu t'es inspiré, entre guillemets, de cette méthodologie-là ou c'est encore autre chose pour toi d'un point de vue management? Sur le recrutement? Ouais, sur le recrutement. Alors, le recrutement, on a deux typologies de recrutement parce que c'est assez marrant. Côté marketing, on a pour l'instant recruté pas mal de personnes qui étaient affiliées chez SumMagic parce qu'ils connaissaient déjà le produit, ils connaissaient la marque, ils savaient où on voulait aller. Et côté produit, j'ai essayé de prendre des seniors et des gens qu'on m'a recommandés. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, j'aime bien travailler avec les gens. Voilà, et donc, j'ai beaucoup travaillé avec de la recommandation. Ça, c'est un mode aussi qui est assez intéressant parce qu'on sait que pour le leverage, comme on disait, l'association, c'est nécessaire, mais aussi recruter ces équipes. Bien sûr. Ça fait partie aussi des questions majeures pour vraiment développer et suivre justement le rythme quand on est en croissance. Tu vois. Et ça, c'est vrai que, tu vois, moi, comme on a une philosophie tout à l'heure, je te disais, d'apprentissage, d'être humble sur ça et de toujours être dans ce mindset d'apprendre. On a aussi recruté beaucoup de jeunes. Tu vois, la moyenne d'âge, je te disais tout à l'heure, je crois que c'est 22-23 ans, donc c'est très très jeune. Hein. Et donc, je peux te raconter l'histoire de Léo, par exemple, qui s'occupe du référencement chez nous. Référencement naturel, donc c'est comment être en première position sur Google. Lui, il est arrivé en tant que Customer Success chez nous à 19 ans. Il était affilié aussi. Customer Success, donc il commence à répondre au truc. Et de fil en aiguille, on lui a donné certaines missions SEO, de rédaction de contenu, etc. Et lui, il s'est mis en mode éponge. Tu vois, il a appris à absorber. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait avec le SEO de SumMagic, c'est incroyable. Tu vois, on génère à peu près 200 000 visites par jour maintenant, grâce au SEO, avec tout le learning qu'il a eu. Et souvent, quand on est jeune aussi, on n'a pas de croyances limitantes. Tu vois, on ne dit pas on sait les choses et du coup, on ne va plus être dans cette phase d'apprentissage. Et donc, il s'est formé. Voilà, il s'est auto-formé. Et tu vois, pour moi, il y a deux écoles. Bien sûr, il y a les écoles avec, on va dire, l'expérience. C'est-à-dire, voilà, faut que tu aies de l'expérience. Mais je pense que c'est un bon juste milieu d'avoir les deux. D'avoir aussi des jeunes qui ne sont pas biaisés par leur précédente expérience et qui sont dans l'apprentissage constante. Et donc, ce qu'on a fait, par exemple, avec Léo, c'est que du coup, on lui a demandé de faire des calls avec des experts pour qu'il absorbe cette expérience-là et après de faire sa propre sauce finalement. Et donc, on a pas mal d'exemples comme ça qui ont super bien fonctionné. C'est énorme. Et là, je pense que vraiment, c'est le bagage que tu as engrangé en fait, par le passé dans ce domaine aussi qui est lié à l'univers tech aussi. Parce que c'est vrai que je pense que dans le mode d'apprentissage, c'est là que ça évolue plus vite. Alors que dans des entreprises un peu plus traditionnalistes, on sait que les modes de formation ou même les évolutions en termes managériales sont objectivement un peu plus lent. Ouais, je suis d'accord. Donc, je pense que ça aussi, ça fait que tu sets un état d'esprit aussi dans ton équipe qui fait que rien n'est acquis. Donc, du coup, tu vas chercher toujours à t'améliorer et progresser. Je te remercie vraiment pour tout cet apport parce que je sais que ce format podcast, il a pour objectif vraiment de sensibiliser les personnes qui aiment le bubble tea, ça c'est sûr, mais pas que, vraiment des personnes qui ont dans cette envie de pouvoir bousculer un peu leur vie, avoir du sens, se dire que peu importe finalement le domaine dans lequel vous allez entreprendre, c'est tester,
engagez-vous, recommencez s'il le faut. Mais faire les choses, tu vois, je pense que ça, c'est important. Tu vois, c'est un peu le slogan de Nike, mais just do it. Mais je crois vraiment à ça, tu vois. Je pense que dans la vie, tu as 95% des gens qui parlent et tu as peut-être vraiment 3% des gens qui le font vraiment. Ouais. Et donc, tu vois, souvent les gens, ils ont peur. Ah ouais, ils vont piquer mon idée, du coup, j'en parle pas, etc. Mais, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui font. Donc, n'ayez pas peur de ça. Ouais. Parlez de vos idées, échangez sur vos idées et faites-le parce que vous êtes rares. Rares sont ceux qui font vraiment les choses. Ah ouais. Et le pire, souvent, les gens disent « Ah, mais si ça marche pas ». Bah, en fait, si ça marche pas, pour moi, c'est un apprentissage pour ta prochaine étape. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de marcher ou de faire du shoot au basket. Bah, c'est la même chose. On fail, mais en fait, c'est pas du fail, c'est un apprentissage pour que la prochaine fois, ça fonctionne, quoi. Et en fait, tu as besoin juste d'une seule fois pour que ça fonctionne. Ouais. Et tu vois, les gens, ils me parlent de Somme Magique en disant « Bah, waouh, c'est cool, ça marche bien, etc. » Mais moi, je leur explique qu'en fait... Il s'est passé des choses. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vois, les 10 dernières années, ça a été de l'apprentissage, des échecs qui sont transformés en des apprentissages et qui deviennent aujourd'hui, tu vois, des décisions instinctives, des bons choix qu'on fait et qui viennent de ces 10 ans d'action, en fait. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange qui est hyper inspirant, mais c'est pas totalement fini. Il y a une petite série de questions express que je vais te partager. Okay. Et le but, c'est que tu répondes vraiment de manière spontanée, au tac au tac. Okay. Donc, t'es parti ? Ouais. Ça y est, ready ? Yes. Alors, première question. Quelle est ta routine indispensable pour bien démarrer ta journée ? Alors, moi, j'ai la chance, là, à Jeju, c'est d'avoir une maison face à la mer. Du coup, c'est de sortir et de regarder la mer et de prendre un café. Voilà, ouais, avant de commencer la journée. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, vraiment, là, c'est la bonne routine du quotidien. Yes. Deuxième, quel est le dernier livre que tu as lu et pourquoi tu le recommanderais ? Alors, moi, je lis très peu de livres. Par contre, j'écoute pas mal de podcasts, effectivement, et c'est ça qui me nourrit pas mal. Après, c'est beaucoup de podcasts tech, donc, mais globalement, en France, quand même, génération do it yourself dans l'entrepreneuriat, c'est un média intéressant. Et après, on écoute pas mal aussi tout ce qui est lié au domaine du SaaS dans notre métier, mais SaaS Club, Cash Out, qui est un podcast pour les personnes qui ont vendu leur entreprise, qui sont un peu liées à la tech. Mais c'est un peu ça que j'écoute. Ok, d'accord. Quelle habitude ou quelle activité te ressource le plus quand tu as besoin de te recentrer ? La marche, beaucoup la marche. Je pense que la marche, franchement, ça aide beaucoup à prendre du recul sur les choses, etc., à avoir plus clair, effectivement, sur certaines choses. Là, pareil, on est parti à Jeju, du coup, je peux faire du surf. Donc, j'ai cette chance-là. Et donc, la marche et le surf, c'est là où tu vides et tu te recharges. Ouais. Exactement. Ah non, mais c'est clair. Moi, je pense que l'activité sportive, de manière générale, c'est quelque chose. Quelle application mobile utilises-tu le plus sur ton téléphone ? Alors, je t'avoue, j'utilise très peu mon téléphone parce que je suis toute la journée sur un écran. Mais après, nous, comme on travaille dans les réseaux sociaux, je pense que ça doit être Instagram ou YouTube Short pour voir un peu ce qui se fait, etc., les tendances. Quel est le conseil que tu as reçu dans ta vie et qui t'a le plus marqué ? Je pense que c'est ce que j'ai appris là au fur et à mesure, mais vraiment, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, le test and learn, c'est vraiment ça. C'est tester les choses et en fait, si ça marche pas, c'est pas grave. Ça marche ou ça marche pas, d'ailleurs, dans les deux cas. C'est un apprentissage pour la prochaine action. Et donc ça, c'est très lié au monde de la tech, mais pour moi, c'est vrai dans tout. Tu vois, là, on voulait vivre pas loin de la mer, on a testé 1 an et on s'est dit, en fait, c'est incroyable. Tu vois, mais si tu le fais pas, tu peux pas le savoir, en fait. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est clair, ça paraît évident, mais dit comme ça, je pense que c'est bien de l'entendre, de se l'entendre et puis de le faire, comme tu dis. Exactement. Si tu pouvais prendre une pause bubble tea avec une personne, vivante ou décédée, qui serait-elle ? Je pense Barack Obama. Ouais. Pourquoi c'est un des rares politiciens qui a attiré mon attention, on va dire. Et je trouve qu'il est très fort de manière oratoire. Et donc, très inspirant. Et sur toutes ses idées, je trouve qu'il est très fort. Ouais, donc il t'inspire. Quel conseil donnerais-tu à toi au début de ta vie ? Est-ce que si tu devais revenir dans le passé et voir le Tifei plus jeune, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? De continuer à persévérer, ne pas relâcher et de se dire les résultats payent à un moment donné si tu travailles beaucoup. Et donc il y a des moments qui ont été difficiles et donc se dire que il faut continuer à travailler. Voilà, c'est ça le message. Boss, lâche pas. Exactement, lâche pas. Non, mais c'est exactement ça, lâche pas. Et donc, on va continuer dans le voyage. Maintenant que tu es à l'île de Jeju, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde que tu aimerais découvrir ? C'est drôle, on en parlait hier soir, mais le Brésil, par exemple. Pour moi, c'est une culture totalement différente, une population très souriante. Ça m'intrigue énormément. Ok. Quel serait le nom
de ton propre bubble tea bar si tu devais en inventer un? Ah, c'est une bonne question. Quelque chose type social club, tu vois, où il y a un endroit d'échange, de club aussi. J'aime bien l'idée de club, de communauté un peu. Et donc, tout à l'heure, on parlait tu disais qu'effectivement, c'est rare d'avoir des endroits où on a différentes générations qui se rencontrent. Oui. Je trouve que c'est très vrai dans la société qu'on vit aujourd'hui. On est toujours avec des gens qui nous ressemblent, du même âge à peu près, etc. Et je trouve que y a peu d'endroits où tu as un mix de générations, de cultures différentes, etc. Et donc, Non, ça me parle en tout cas. Écoute, franchement, Tiffaye, merci pour ce moment. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas cet échange qui m'a beaucoup appris aussi à mieux comprendre aussi tout le chemin parcouru. En tout cas, je ne peux que souhaiter le meilleur à Somme Magique, à toi et aussi à David. Je suis contente que notre audience ait pu justement vivre cet instant avec nous de manière privilégiée. Comme je te disais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Yes. Donc, l'objectif, c'est qu'ils apprécient ce moment comme moi, j'ai pu l'apprécier. J'espère que ça fut le cas pour toi également. On peut retrouver du coup Somme Magique où? Somme Magique, directement sur Internet, sommemagique.co. On vous mettra un lien d'affiliation. En tout cas, un grand merci à toi pour ce moment-là. N'oubliez pas, si vous avez apprécié également le format, abonnez-vous tout simplement à la chaîne, au podcast. On est présent sur tous les médias. Et puis, à très bientôt. À très vite.